Ah, c'est gentil. Bonjour tout le monde. Désolé des petits problèmes techniques, mais si je ne pouvais pas vous montrer de vidéo, je pense que ça n'aurait pas été la même. Donc The Substance, voilà, on a choisi un titre un petit peu qui est sorti récemment dans un article, l'interview qu'on avait fait lors des European Film Awards. Transformer Demi Moore en blob, c'est pas hyper glamour, mais bon, c'est un peu ce qu'on a dû faire. Et donc voilà, ceux qui n'ont pas vu The Substance, je m'excuse parce que je vais spoiler complètement la fin du film, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le dernier acte du film qui nous a été confié. Donc, rapidement, The Substance, c'est le deuxième long métrage de Coralie Farja. C'est un body horror movie qui met en scène Demi Moore dans le rôle d'Elizabeth Sparkle. Et donc Elizabeth, c'est une ancienne star d'Hollywood qui, après avoir quitté les projecteurs, s'est reconvertie en animatrice d'une émission d'aérobic. Donc tout bascule pour ses 50 ans lorsqu'elle est brutalement renvoyée par la chaîne. Et elle est désespérée, elle décide de rajeunir grâce à une mystérieuse substance. Et c'est là qu'elle devient Sue, une version plus jeune d'elle-même, éclatante, et qui est incarnée d'ailleurs par l'actrice Margaret Qualley. Et donc cette transformation, bien évidemment, ne se passe pas sans conséquences. Et très vite, les choses vont déraper. Et vont déraper, donc, et ça va donner naissance à des transformations et des créatures dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouvais intéressant de vous donner un petit peu un aperçu plus général des effets utilisés dans le film. Donc, lorsque Brian Jones est passé nous voir, Brian Jones qui est le VFX superviseur du projet, avec qui on avait déjà travaillé sur d'autres projets comme Astérix, qui est le plus récent, il nous a contactés pour le film, donc, et il a immédiatement insisté sur la vision de Coralie, qui souhaitait vraiment s'inspirer et rendre hommage aux classiques du body horror des années 80-90, donc certaines références que vous voyez, donc The Thing, Alien, La Mouche, c'était vraiment son souhait de rendre un hommage et vraiment de s'inspirer de ça pour les effets. Donc quand on parle de ces films-là, on pense tout de suite, bien sûr, aux effets, au practical, tout ce qui est prosthétique, make-up, tout ce qui a vraiment... tout ce qui rend en fait ces films-là très uniques en termes d'effets. Et vraiment, donc, c'était la priorité pour elle, c'était de pouvoir faire un maximum de choses en vrai. Elle n'avait aucune expérience vraiment avec les VFX, et encore moins avec des créatures en 3D. Donc c'était vraiment le brief initial qu'on a eu et vraiment ce qui mettait un peu le ton autour du challenge, qui était de convaincre Coralie qu'on pouvait apporter quelque chose. Sans dénaturer vraiment son souhait de rendre hommage à ce film à travers les SFX et tous les make-up FX qui ont été employés sur The Substance. En analysant le script, évidemment, et surtout en ayant quand même des départs de storyboard sur certaines séquences qui allaient forcément être très compliquées de réaliser 100% sur le plateau, Brian et Coralie, surtout Brian, a permis de définir les limites de ce qui pouvait vraiment être fait. Donc ça nous a permis de trouver un équilibre entre les effets physiques et visuels en fonction vraiment des besoins de chaque scène. Donc on savait que parfois Coralie avait des souhaits d'animation par exemple sur vraiment ce qui pouvait être ajouté par-dessus les costumes qui allaient être créés pour le film. Et à partir de ça, on a commencé un petit peu à discuter ensemble, et bien sûr, tout en étant conscient que c'est un film quand même qui reste un film à petit budget, et qu'il allait y avoir beaucoup de choses sur lesquelles on allait pouvoir s'appuyer sur les vrais effets faits en plateau.
on a commencé vraiment à dire, OK, nous, on a une idée de ce qu'on peut faire sur telle créature et telle créature. Évidemment, ça, ce sont des discussions qu'on a un petit peu avant, surtout pendant le tournage, avec les échanges qu'on a avec le VFX Sup, Brian, qui nous envoie régulièrement des dailies, avec qui on avance au fur et à mesure du tournage. Ou alors, on va sur le plateau, des fois, sur certaines séquences qui vont nous concerner. Et ça me permet un petit peu de dégrossir tout ça. Donc on avait 2 grosses séquences, on va dire, avec 2 créatures, qu'on va voir juste après. Et donc voilà, les storyboards ont permis un petit peu de commencer à anticiper les choses, et évidemment le tournage a permis d'affiner toutes ces discussions. Donc les make-up effects, je vais en parler parce que j'aurais aimé que Pierre-Olivier Persin, Pop, je vais appeler Pop pendant toute la conférence, soit là pour en parler, mais malheureusement il n'était pas disponible, donc je vais quand même faire un petit résumé un petit peu de son travail. D'ailleurs, il est nommé pour les Oscars cette année, et donc il a designé les prothèses et les créatures, et son équipe a vraiment fait un boulot incroyable, et vraiment c'est lui qui a déterminé le look très rétro et fidèle à l'esthétique que souhaitait Coralie. Donc nous, notre principal objectif, c'était de faire en sorte que nos versions CG des créatures soient impossibles à différencier, du moins pour elles, de leur équivalent en latex. Il fallait qu'on puisse alterner aussi dans le montage, parfois entre les vraies prises de vue et des plans avec de la CG, voire des plans qu'on va voir ensemble après, full CG. Puisque c'était une approche qui nous semblait être meilleure que parfois essayer juste de mixer des petits morceaux de CG par-dessus ce qui avait été vraiment tourné. Donc ça, c'était vraiment la target pendant tout le projet, quoi. D'être incapable de différencier l'esthétique faite par l'équipe de Pierre-Olivier et ce qu'on allait faire derrière. Donc là, je vais vous proposer de regarder un petit making-of déjà de la partie faite sur le plateau. C'est un petit montage qu'on a fait à partir du making-of que Coralie a publié la semaine dernière, ou il y a quelques jours, sur Internet. Et on voit un petit peu le travail de Pop. Donc on voit que, par exemple, voilà, des close-up, tous les effets qui ont été faits vraiment à partir des prothèses. Il y a plein de choses où il n'y a quasiment pas de retouche, qui marchent super bien, vraiment. Donc là-dessus, on n'a rien fait. Et vraiment, nous, ce qu'on a fait, vous allez voir après, c'est ce qui ne pouvait pas être fait sur le plateau. Donc il y a les marionnettistes, il y a toute l'équipe. En fait, c'est une équipe vraiment complète. Et donc voilà, le plateau, souvent, il y a une partie qui est surélevée pour qu'il puisse juste manipuler tous les éléments nécessaires pour faire bouger tout ça. Parfois, c'est les bras, parfois, c'est juste on va voir après, avec justement les créatures qu'on a fait, la version qui a été animée par l'équipe de Pierre-Olivier, et de quoi on est parti pour améliorer tout ça. Voilà. Donc, pardon. Voilà. Donc là, ça, c'était la partie make-up. Et je vous propose de regarder un breakdown et de revenir un petit peu après sur plus de plans.
Merci. Donc les deux créatures que vous venez de voir, donc Monstro à gauche et le Blob à droite, ont posé des défis uniques lors de leur création, mais les deux points essentiels et communs à ces deux créatures sont, le premier c'est la ressemblance, donc la ressemblance avec l'actrice principale Demi Moore, et l'importance de donner vie à ces deux créatures, notamment en complétant, donc, comme je disais, le travail de l'équipe de Pierre-Olivier pour la partie animation. Donc pour Monstro, donc Coralie voulait qu'on lui montre comment on pouvait renforcer la ressemblance avec l'actrice principale tout en préservant l'identité et le caractère unique du costume. Il y avait plusieurs versions du costume qui étaient utilisées sur le tournage. Et donc forcément, déjà sur ces différents costumes qui étaient utilisés selon les prises, par rapport au confort, si c'était vraiment l'actrice qui portait le costume ou si alors c'était une doublure, déjà les visages n'étaient pas tout à fait pareils. Les versions qui avaient été fabriquées du visage de Demi Moore dans le dos de Monstro n'étaient pas à chaque fois le même. Donc ça, c'était une première contrainte qu'on avait. C'était donc sur chaque séquence, parfois, il fallait qu'on arrive à se baser sur ce qui existait, donc pour traquer et rotoscoper la version tournée. Donc il y avait plusieurs versions du modèle aussi de notre côté. Donc on a commencé par scanner tout ce qui avait été fait pour le film, donc avec la société Clear Angle qui était présente sur le tournage. Et on a récupéré le maximum de data pour commencer à travailler de notre côté et pouvoir commencer à assembler un petit peu tous les différents scans. Donc on a énormément de data qui a été récupérée. Là, j'ai pas tout mis évidemment parce que ce serait juste, ça prendrait du temps pour rien. Et l'important, c'était de comprendre que il fallait qu'on ressemble d'un côté à ce qui avait été fabriqué que Coralie avait utilisé sur le tournage, mais tout en essayant de ramener un peu plus de ressemblance par rapport au costume initial. En latex, qui évoluait aussi au fur et à mesure du tournage. Il faut savoir que le tournage a duré 100 jours, ce qui est quand même énorme. Et évidemment, les costumes se déforment un petit peu. Et ça aussi, c'est des micro-contraintes qui sont répercutées quand on arrive en post-prod, justement par rapport à toutes les étapes de prep, comme le track et la roto. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les datas, on a commencé à travailler avec toutes les données et échanger énormément avec Coralie à ce moment pour définir ce qu'elle souhaitait vraiment obtenir comme niveau de ressemblance. Donc évidemment, il s'agissait de reconnaître instantanément une actrice internationale. Ça, c'est une chose, mais quand même avec des contraintes majeures. Parce que, en dehors de faire la première étape de travail qui est de reproduire comme un digital double une actrice avec tous les scans et toutes les données qu'on a pu récupérer, c'était pas suffisant parce qu'on y arrivait au bout d'un certain nombre de mois, mais c'était pas ça ce qu'elle voulait. C'était vraiment comment on allait rematcher avec le design qui avait été fait par Pierre-Olivier, mais tout en rapportant quand même des points de ressemblance qui n'étaient pas présents sur le costume. Donc il faut savoir que, par exemple, pour Monstro, l'intégration du visage dans le dos nous limitait sur certains aspects de la morphologie. Par exemple, on n'avait pas vraiment le volume du crâne en entier. Demi Moore n'avait plus d'oreilles. Le menton, pareil, il était blendé avec le reste du corps. Les joues, par exemple, c'est quelque chose quand même qui est revenu très vite, c'est que le volume des joues de Demi Moore, si on ne l'a pas exactement, on perd Demi Moore. Donc à chaque fois, à chaque itération, et à chaque fois qu'on essayait de merger un peu plus le visage, on retrouvait un peu ces contraintes qui revenaient et qui faisaient beaucoup d'allers-retours avant de trouver un équilibre dans tout ça, puisque ça reste quand même une créature. Donc il y avait autour de ça l'envie de faire quelque chose quand même qui soit étrange, donc il fallait vraiment qu'on parte du design d'origine, mais qu'on arrive en tout cas assez vite à reconnaître l'actrice, parce que c'était vraiment l'objectif final, surtout dans les plans. Donc là, par exemple, c'est un assemblage avec les scans
et le modèle de Demi Moore qui a été mergé avec le corps. Et là, c'est la version de notre asset avec la tournette, on va dire, qui a été fournie par ClearAngle lors de la photogrammétrie. Donc on a beaucoup bossé pour avoir quasiment un perfect match sur le latex, sur tous les éléments aussi du shading que je ne vais pas détailler ici. Mais disons que c'était quand même une partie importante, puisque plutôt que faire une peau 100% réaliste, évidemment qu'on a commencé par ça, mais il fallait qu'on arrive à reproduire vraiment les matériaux qu'avait utilisé l'équipe de MFX pour retrouver vraiment le même type d'irrégularité, donc qui est fait à la main, de détails. Par exemple, les pores de peau ne sont pas les mêmes que les pores de peau qu'on pourrait récupérer à partir du scan. La couche d'humidité, par exemple, qui était ajoutée à chaque fois, entre chaque prise, pour remettre un petit coup de glycérine et avoir ce côté un peu gluant des créatures, justement, des films que j'ai cité juste avant. Et surtout que dans la séquence qu'on va voir juste après, c'est la naissance de Monstro. Voilà, c'est une naissance où il y a beaucoup de... Les plans qui sont avant sont très organiques. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à reproduire ce look. Donc là, par exemple, à gauche, on a la version tournée, et à droite, la version qu'on a modifiée avec le visage de Demi. Donc l'autre point essentiel, vraiment dont je parlais justement, c'était d'essayer d'accentuer et de renforcer le sentiment d'emprisonnement du visage dans le dos. Donc dans le design d'origine, le visage de Demi Moore est lié au dos par des sortes de tendons. On voit que la transformation a un peu foiré à cet endroit-là, donc elle se retrouve un peu... elle a envie de s'échapper, c'est un peu l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est qu'elle cherche à s'enfuir, elle est retenue par ces espèces de tendons. Et donc pour donner vie à tous ces mouvements, on s'est dit que ce qui serait sympa, c'est quand même d'avoir une animation qui aille dans le sens de ce qui aurait pu être fait s'il y avait eu l'animatronique vraiment, et si ça avait été fait avec des marionnettistes sur le plateau. Donc le but, c'était d'essayer de trouver des petites contractions, des choses comme ça, qui soient légères, toujours très subtiles, parce qu'on est passé aussi par des itérations, on a essayé des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus d'amplitude, et ça dénaturait très vite avec le reste de ce qui avait été tourné, qui est quand même assez rigide, et c'est un souhait, c'est vraiment là-dessus qu'il fallait qu'on reste toujours attentif, de ne pas aller trop loin dans les versions qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas eu ces contraintes et que la créature était tout le temps full CG dès le départ. Mais on a été quand même très contraints. C'était vraiment le challenge le plus qui nous a vraiment, qui était au-dessus de nos têtes tout le temps. C'était attention, faut pas être trop fluide, faut pas faire ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette contrainte-là. Et évidemment que l'autre point important, en tout cas qui est vite ressorti, c'est que ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est d'animer les yeux de manière le plus crédible possible pour que l'actrice soit aussi reconnaissable directement et que ça ajoute vraiment de la vie par rapport à la version du costume que vous voyez sur la gauche. Donc ça reste très subtil, mais quand même, globalement, ça a vite permis à Coralie de comprendre ce qui allait être apporté par nous, et aussi de faciliter aussi le dialogue et qu'elle comprenne de plus en plus le process pour la suite de ce qu'on allait faire, puisqu'il y a des fois où on lui a montré des plans comme celui qui va venir après, où tous ces plans-là, par exemple, passaient toujours par une étape où on avait notre version full 3D qui était au fur et à mesure du projet améliorée. On faisait des itérations au fur et à mesure qu'on avançait. Et on avait aussi beaucoup de références qui avaient été tournées par Brian sur le plateau pour pouvoir justement... pardon, je reviens. Pour justement pouvoir se coller aux images qui avaient été vraiment faites par l'actrice. C'est plus des références et des backups un peu au cas où on pouvait réutiliser des choses en compo et s'en servir pour mixer. Mais honnêtement, à chaque fois qu'on le faisait, c'était beaucoup plus de boulot par rapport au niveau de l'asset qu'on avait réussi à obtenir après quelques mois et des allers-retours. Donc
On a fini par vraiment riguer tout le corps. Donc là, c'est une gymnastique de Monstro, évidemment, qui n'a jamais été utilisée comme telle dans le film, mais c'était pour vérifier qu'on allait pouvoir s'en servir pour, évidemment, le match move et effectivement pour d'autres plans full 3D. Le costume est incapable de faire ça. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'Aurélie a déjà vu tout ça. Donc voilà, le rig facial, pour les besoins qu'on avait, hein, c'est un rig un peu classique pour Monstro. Donc à chaque fois qu'on devait intégrer le visage, il fallait évidemment qu'on matche les mouvements du vrai, et on partait toujours de quelque chose, le maximum. Même si après ça finissait en full CG, on partait quand même de quelque chose de réel. Donc là, c'est un plan, c'est donc une version finale de la naissance de Monstro. Donc par exemple, ce plan-là, il est full 3D. Parce que finalement, on partait donc d'éléments comme celui-ci pour récupérer le mouvement de caméra, pour prolonger le mouvement de caméra également. Et c'était notre point de départ. Et évidemment, c'était un plan un peu complexe parce qu'on avait le reflet dans le miroir, qu'on a quand même rotoscopé pour des raisons purement technique et aussi pour pouvoir se baser sur comment ça avait été tourné au moment où on allait le réappliquer en 3D et pouvoir reprojeter éventuellement des passes qui avaient été tournées en vrai avec le vrai costume si nécessaire. Donc ça, c'est l'assemblage de l'animation. On a pu aussi animer un petit peu les doigts pour ce plan. Et la passe 100% 3D du visage. Et ce qui a été bien sur ce plan-là, c'est quand même qu'on a pu mixer un petit peu avec les vrais yeux, parfois. C'était pas toujours le cas, mais sur celui-ci, on pouvait, puisqu'on était à 100% sur l'élément au moment où on passait au-dessus du visage. Donc on a pu récupérer un petit peu autour des yeux des détails et rendre un petit peu le tout hyper crédible, parce que c'était vraiment l'enjeu de ce plan, c'était de passer très près des yeux. Il y a des versions où on était encore plus près, mais c'était trop compliqué. Donc voilà, ça c'était un plan qui a été, si je ne me trompe pas, livré un jour avant l'avant-première de Cannes. Tout le projet était un peu comme ça, mais c'était aussi, ça faisait partie du challenge. Hein. On savait que c'était très organique la manière de travailler, malgré que ça soit un film produit par Universal au départ et Working Title. On était dans un contexte un petit peu plus organique puisque Coralie souhaitait vraiment travailler très proche de tout le monde, et donc il fallait s'adapter à ça. Parfois, on avait des plans comme celui-ci où avec d'autres niveaux de complexité, où il fallait qu'on puisse remettre un voile par-dessus la vraie version. Encore une fois, on avait un asset qui était assez avancé, donc on remplaçait complètement parfois, on récupérait juste le visage. Mais il fallait quand même refaire les simulations un petit peu pour avoir les ombres et tout ce qu'il fallait en dessous. Donc voilà, c'était des cas particuliers, c'était pas toujours le visage uniquement dans le dos. Donc là, elle se prépare pour aller au bal. Et justement, il y avait par exemple ce plan-là, ça c'est la version tournée, donc récupérer le mouvement, le positionnement, tout ça, et pouvoir animer un petit peu. On avait eu l'idée d'animer un petit peu son souffle là-dessus pour un petit peu ajouter quelque chose en plus de ce qui avait été fait sur le plateau. Parfois, voilà, il y avait des idées comme ça qu'on proposait, et Coralie était à 100% pour, évidemment. Mais voilà, donc ça c'était aussi des petites, des choses qui sont arrivées au fur et à mesure parce que Coralie montait le film en même temps, c'était très très organique de ce côté-là aussi, et on lui envoyait ce qu'il fallait à chaque fois pour essayer, voir si ça lui plaisait comme cadrage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on fait un double digital, il y a toute une partie procédurière c'était très technique, mais il fallait qu'on arrive à trouver la ressemblance qui plaisait à Coralie. Donc là, c'était vraiment l'enjeu pour nous sur cette créature-là.
Et d'ailleurs, souvent, les caméras qui sont finalement utilisées, les axes de caméra qu'elle a choisi d'utiliser majoritairement, c'est celles où, pour elle, la ressemblance était la plus proche. Donc des trois quarts, très peu de faces, finalement, à part le premier plan, mais ça reste comme un plan où on passe très près, et souvent des trois quarts et des profils. Alors par exemple, avec ce plan, voilà, donc elle devait se briser la jambe, le monstre devait se briser la jambe, et puis justement c'est le plan qui permet d'enchaîner après sur la version blob de Demi. Et pareil, même challenge, beaucoup d'essais fixes sur le plateau, beaucoup de sang. Je crois que le film a le record du nombre de litres de sang déversés pendant un tournage, quoi, au Guinness des records, je crois, par l'équipe de Jean Miel. Et par exemple, celui-ci, typiquement, bon, ça ne pouvait pas être fait sur le plateau, sinon il fallait prévoir les choses et avoir des versions du costume pour ça. Et il fallait qu'on matche quand même au look très vintage aussi, hein, des FX. Au final, le mix que ça donnait avec des gros morceaux de chair, comme s'ils avaient mis... on avait des références de l'équipe SFX qui nous montraient comment ils avaient un petit peu rempli les corps qui exposent vraiment pendant le film avec des morceaux de viande, des choses comme ça, de la peau qui pendouille et du sang un petit peu entre guillemets fake. Donc on avait aussi toujours cette contrainte. Donc on est passé pareil par des versions beaucoup plus organiques, mais au final c'était un peu la bonne balance. Et donc on avait très peu c'était pas vraiment prévu toujours d'intervenir autant, si vous voulez, au départ. Ça a été une discussion qui est parfois arrivée, comme souvent dans les projets, une fois que le film était monté. Et bien sûr, avec Brian et Coralie, on essayait à chaque fois de trouver le meilleur compromis possible, même quand c'était pas prévu. Par exemple, sur ce plan-là, c'était pas prévu qu'on intervienne autant. Donc il n'y avait pas de caméra témoin, par exemple, ou de ce genre de choses. Quand on est sûr de ce qu'on va faire, on s'équipe le maximum pendant le tournage. Et très, très peu de fois sur ce tournage, ça a été le cas. Donc il y a eu un énorme boulot voilà, de l'équipe layout pour à chaque fois vraiment partir au maximum du live et bien sûr faire ce qu'il fallait derrière pour améliorer. Donc ensuite le blob. Donc, le blob, c'est la dernière créature qu'on voit dans le film. Et donc pareil que pour Monstro, l'objectif de mieux reconnaître Demi Moore par rapport à la version latex. Mais par contre, sur celui-ci, le blob paraissait beaucoup plus convaincant, en tout cas pour Coralie, il l'était beaucoup plus en termes de ressemblance. Donc on est parti pareil du scan de ce qui avait été créé par Pierre-Olivier, par l'équipe de Pierre-Olivier. Et on avait aussi les scans qu'on avait commencé à récupérer au fur et à mesure de Demi Moore. Mais c'était pas exactement le même process, puisque là, pour le coup, sur Monstro, on avait vraiment une expression principale, extrême, qui avait été scannée et qui ressemblait à ce qui avait été fabriqué. Sur cette créature-là, on voit qu'on a déjà un sourire qui est mis en place. Donc c'est parce qu'il y a un moment clé dans la fin du film, dans la dernière séquence, où le personnage va sourire parce que c'est comme une libération à la fin. Et donc on a scanné évidemment avec cette pose, puisqu'il n'y avait que ça qui existait. Et malgré que la ressemblance était convaincante pour Coralie, lorsqu'on a commencé à superposer les scans qu'on avait de la vraie Demi Moore avec le blob, on a tout de suite vu qu'il y avait quand même une amélioration conséquente qu'on pouvait faire là-dessus. Donc on est parti un petit peu dans le même processus de lui montrer des éléments. Donc ça, c'est la version vraiment scan avec les rouleaux de gaffeur en dessous. Et donc là, ici, on a la version de Demi Moore scannée, les différentes expressions qu'on avait récupérées aussi, et l'assemblage qu'on a fait pour lui montrer la différence. Donc, il a fallu bien sûr qu'on ait, pour la partie technique, neutraliser la pose pour pouvoir riguer tout ça et travailler comme on fait d'habitude en injectant toutes les shapes possibles,
par rapport aux demandes et à l'animation qu'on allait faire derrière. Et donc, par rapport au design initial, il y avait quand même des contraintes. Donc là, encore une fois, c'est comme un masque. Donc il fallait qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur l'intégration dans le reste du corps, pour conserver quand même assez d'attributs de morphologie du visage de Demi Moore pour qu'on puisse la reconnaître. Donc ça a été vraiment encore exactement les mêmes allers-retours. Je ne sais plus combien d'itérations on a fait, mais on n'était pas loin peut-être de ce que nous a présenté Laurence juste avant pour le modeling, parce que c'était vraiment très très subtil. Et puis dès qu'on mettait, on mettait un peu de lumière, on voyait autre chose évidemment. Donc on était beaucoup plus avancé sur le visage de Demi Moore quand on a commencé à tout assembler. Donc on était capable de lui montrer des choses beaucoup plus rapidement. Et très vite, on lui a fait d'abord une turn pour montrer... la version, donc le scan de ce qu'elle avait utilisé sur le plateau, qu'elle connaît bien, et la version de notre asset qui était quand même très ressemblant. Et à partir de là, vraiment, une fois qu'on avait cette base bien établie et qu'elle était déjà dans cette confiance de comprendre un peu mieux aussi le workflow qui avait été mis en place pour la précédente créature, tout ça, c'était bien entendu en parallèle, mais le Monstro était vraiment beaucoup plus mis en avant au départ pour le workflow et vraiment l'explication et l'accompagnement d'une réalisatrice qui n'est pas habituée à tout ça. Et quand même, commencer directement les VFX avec les créatures, c'est pas rien. Donc on avait gagné ça déjà, donc la partie modeling, comprendre qu'on allait reproduire les shaders à l'identique et tout ça, c'était vraiment déjà bien expliqué pour elle, elle avait bien compris tout ça. Et donc il fallait vraiment qu'on avance sur l'animation tout de suite sur le blob. Parce que, pareil, encore une fois, ça c'est les plans qui ont été faits sur le plateau, avec donc les marionnettistes que vous avez vus tout à l'heure dans le making-of, qui sont en dessous du sol et qui font avancer à travers un rail la puppette. Donc il y a des mouvements très aléatoires, il y a des choses qui sont très intéressantes, en tout cas en termes d'esthétique recherchée. Et donc nous, notre véritable défi ici, c'était vraiment de lui proposer autre chose en plus, et de quand même conserver bien sûr cet aspect un petit peu aléatoire qui était fait par les marionnettistes sur le plateau. Et comment on allait aussi réussir à préserver la ressemblance avec l'actrice lorsqu'on allait animer tout ça, quand on allait insuffler de la vie et de l'émotion, surtout sur le visage. Et c'est précisément ces points-là que Coralie voulait qu'on lui montre rapidement. Donc, c'est encore plus un défi pour nous, cette séquence, je dirais, par rapport aux séquences de Monstro, puisque c'est évidemment la fin du film, c'est le climax, c'est là où il y a, d'un point de vue narratif, énormément d'émotions, puisque c'est une boucle. On finit sur l'étoile à Hollywood, on commence le film avec l'étoile à Hollywood. Donc c'était vraiment, vraiment super important. Pareil, pour l'anecdote, les derniers plans sont partis, on allait à Cannes, les derniers plans partaient à l'étalonnage parce qu'on a essayé d'accompagner jusqu'au maximum en lui proposant les dernières versions vraiment à la dernière minute si elle voulait changer, parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup d'itérations d'animation et on les avait quand même rendues. Et je pense qu'une fois qu'elle était à l'étalonnage, il y a des idées qui ont popé un peu en termes même de montage. Donc il y avait ce côté organique jusqu'au bout. C'était pas que avec les VFX. Et donc pour le corps, l'objectif c'était de trouver donc trouver un équilibre entre la dynamique du vrai blob et les améliorations qu'on pouvait apporter, une fois de plus. Donc nous avons commencé par récupérer les mouvements qui avaient été faits sur le plateau, et après on a fait beaucoup d'allers-retours et on a proposé beaucoup de choses. Donc par exemple ce plan de profil, à la fin c'est devenu quelque chose de beaucoup plus fluide quand même, puisque on y voyait quand même... En fait ce qui allait être compliqué, c'est d'avoir une animation fluide sur le visage qui ne va pas sur le corps. Donc très vite on avait repéré un petit peu ça quand on avait fait des premiers tests, et on a réussi à la convaincre qu'on allait pouvoir quand même garder tout le côté look prosthétique
avec le rendu et tous les éléments qu'on allait rajouter par-dessus, tous les layers qu'on allait faire, mais que c'était vraiment plus convaincant si on reprenait l'animation et on a rajouté des imperfections au fur et à mesure, mais qu'on repartait sur une base de déplacement fluide. Donc plus un effet de rail avec des amortis et ce genre de choses et des redémarrages un petit peu brusques, mais beaucoup plus fluides globalement dans le déplacement. Alors ça, c'est ce qui avait été prévu au départ pour le visage. C'est-à-dire qu'il y avait un shooting qui était prévu pour le visage du blob, et Coralie avait envisagé d'utiliser les éléments tournés avec l'actrice ou avec une doublure qui serait à travers le masque. Donc ça, c'était une version du blob qui était appelée Pizza Blob, et dans lequel on devait voir un visage maquillé exactement comme le reste du blob, qui ferait des expressions, et où on aurait pu l'utiliser en layer, en éléments, au compo, pour venir ajouter cette partie-là sur ce qui avait été tourné au départ. Donc il y avait un tournage de prévu, mais ce plan a dû être abandonné parce que c'était pile poil avec la période de la grève des acteurs à Hollywood. Et du coup, c'était devenu impossible de le faire. Je ne sais pas si ça allait un peu dans notre sens pour le coup cette fois, mais en tout cas, il a fallu trouver des solutions, et par rapport au planning, et surtout avec l'annonce de la sélection à Cannes en sélection officielle, il n'y restait pas énormément de temps. Donc c'est vrai qu'on avait toujours un plan B, on avait aussi rigué le visage, parce que c'était un peu le même rig que sur Demi Moore qu'on avait fait pour Monstro. Il fallait bien sûr l'adapter, mais au cas où on avait un plan B, mais clairement ça n'allait pas être possible d'animer un visage filmé d'aussi près, avec beaucoup d'émotions, en si peu de temps, 100% en keyframe. Et donc j'ai proposé à Brian d'explorer les solutions un petit peu avec la performance capture, et pareil, ça aurait dû être fait bien en amont, tout ça, mais voilà, c'était un projet vraiment, comme je disais, organique, et il fallait trouver des solutions très rapidement, et pour que ça soit quand même à la hauteur de ce qu'on voulait faire nous déjà, et aussi pour que Coralie puisse travailler avec de la ressource, parce que si on faisait de l'animation avec énormément d'itérations en keyframe, on aurait eu sûrement aussi un problème au niveau du planning et du temps qui nous restait pour faire tout ça. Donc on est parti sur une solution de performance capture, et plutôt que faire de la performance capture, on a contacté donc ClearAngle, avec qui on avait fait les scans sur le tournage, pour leur demander si on pouvait faire un shooting de vidéogrammétrie, s'ils avaient ce qu'il fallait pour faire ça, et surtout si on pouvait le faire à distance. Et justement, ça tombait par pur hasard, mais ils nous ont parlé de leur technologie de vidéogrammétrie qu'ils voulaient tester. C'était un prototype, mais que l'occasion était parfaite. L'occasion était parfaite, et donc l'avantage de cette méthode, surtout, ce qu'on avait imaginé au départ avec Brian, c'était que Coralie allait récupérer donc les éléments, la plate qui était sortie d'une des caméras. Elle pouvait commencer à monter la séquence avec ça directement. Et que nous, derrière, on ferait ce qu'il faut pour matcher à 100% sur le choix de ses prises, et rendre tout ça cohérent avec le corps du blob, et assembler tout ça. Et donc ça, c'était super sur le papier. On a fait le tournage avec Demi Moore, parce que la grève arrivait à la fin. Elle était d'accord pour 1 heure de shooting technique. On l'a fait à distance, et après, bien sûr, ça a pris le temps de processer tout ça, parce que là, j'ai qu'une seule caméra, mais pour avoir des modèles comme ça, plutôt stables, il faut quand même beaucoup plus d'angles. C'est comme la photogrammétrie, mais en vidéo. Et surtout, c'est très brut. Là, c'est une version qu'on a déjà stabilisée, cleanée, tout ça. Mais on a dû faire ça sur énormément de takes. Et donc là, quand on a commencé à proposer cette méthode de travail, c'est-à-dire Coralie peut monter à côté avec les prises de Demi Moore, qu'elle a pu d'ailleurs diriger. Et ça a été quand même pour elle vraiment génial de pouvoir diriger son actrice même à distance, avec le montage à côté, un début de son, pour vraiment que l'actrice puisse se projeter dans la séquence.
On lui a proposé de faire ça, et évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mélangé plein de prises entre elles. Donc là, c'était évidemment pas prévu tout ça, mais on lui a dit de commencer par faire ce qu'elle voulait. C'est de notre faute. Et donc, elle a fait des jump cuts entre plusieurs prises. Évidemment, ça complique les choses. Donc, on imagine de jumper. Là, on voit par exemple plusieurs prises qui s'enchaînent. On voit un moment que l'image se dédouble, c'est qu'elle allait chercher une autre prise. La tête n'est pas au même niveau. Donc, on a dû stabiliser tout ça pour que ça marche en 3D. Et que chaque prise corresponde déjà toute seule à son équivalent en image, et qu'après on puisse mixer tout ça. Donc le rig facial qu'on avait fait, évidemment, suffisait pas. Il a fallu commencer à mettre des couches, des layers par-dessus le rig traditionnel, et être capable d'injecter la vidéogrammétrie stabilisée, mixer les prises entre elles, réanimer par-dessus pour éviter qu'on voit les transitions, et à la fin lisser tout ça et éventuellement amplifier certaines émotions par rapport au design du blob, parce que là c'est pareil, si on avait fait un digital double, on aurait pu vraiment copier tout pareil, mais comme on était aussi limité sur l'aspect morphologie, il fallait aussi qu'on arrive à trouver un compromis par rapport à l'animation de ce côté-là. Donc là, c'est la version, par exemple, d'une des prises. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci est assez longue, donc c'est un bon exemple, où on a tout réinjecté, mixé, et c'est fidèle à ce qui avait été fait donc, pendant le shooting. Ça, c'est le nombre de prises qui a été utilisé sur la vidéo que je vous montrais, où elle a fait des jump cuts, des transitions, des mix. Donc il y a quand même 6 prises différentes, avec des timings différents. Et là, c'est l'assemblage qu'on a fait de toutes ces prises. Donc sans saute, évidemment, sans jump cut dans l'animation ni dans le modèle. Et bon, la première version, je l'ai pas, malheureusement, on n'a pas eu le temps de la mettre, mais bon, ça marche pas du tout comme ça. Et donc on a passé pas mal de temps à être sûr que tout ça, on était capable de le faire avec cette version qu'elle nous avait envoyée, en nous demandant est-ce que ça passe. Évidemment, si on lui disait que ça passait pas, on serait reparti dans beaucoup d'itérations et beaucoup d'allers-retours. Donc on a préféré trouver tout de suite des solutions grâce à l'équipe de rig et d'anime en parallèle, qui ont pu rapidement proposer des choses. On a montré ça à Coralie, elle était ravie et elle a fait ce qu'elle voulait, donc c'était vraiment génial. Et à partir de là, on pouvait commencer à lui montrer l'assemblage du visage et du corps. Sur ce plan particulièrement, parce que c'est le plan où on arrive sur l'étoile, et où il y a le plus de changements d'émotions. Donc il y a la partie struggle, où elle se déplace, puis elle exagère un petit peu les émotions, et puis on arrive à la fin et on arrivera sur le sourire sur le dernier plan du film. Donc pareil, un petit breakdown de quelques plans. Donc là, on a récupéré le mouvement du vrai blob. Ça, c'est notre version avec l'animation combinée. Ça, c'est la version full CG du blob. Donc le blob dans tout le film est full CG au final. Donc un autre plan justement avec la version de la puppet sur le plateau. Pareil, on regarde un petit peu les déplacements, le timing, pour commencer à travailler en anime. Et puis après, on a appliqué notre version du blob. Et en voyant un petit peu tout ça, en commençant à voir les choses se construire, elle était ravie en fait du résultat que ça donnait, puisque elle retrouvait en tout cas le blob sans qu'on ait dénaturé le style au final, et par contre qu'on a clairement amélioré ce qui ne pouvait pas être fait. Et c'est pareil, Pierre-Olivier a découvert tout ça très très tard, puisqu'il était sur le tournage je crois, sur Monte Cristo, et il a vu tout ça très tard, même je crois même à Cannes, il n'avait rien vu. Quand je lui ai montré ça, il y a toujours ce côté où on ne sait pas quand on va remontrer, qu'on est passé par-dessus tout, des fois, en make-up. Et il était ravi de voir ça, parce qu'il trouvait vraiment qu'on avait réussi à faire ce qu'il aurait aimé faire, en fait.
Et pour nous, c'était vraiment un super compliment de sa part. Donc voilà, par exemple, ce plan-là, on a vu justement les animateurs en dessous du du sol et notre version à la fin qui vient passer par-dessus. Et oui, dernière chose aussi, pareil, parfois, puisqu'on avait ce shooting-là et qui nous avait servi exactement à travailler, à assembler l'animation, on était aussi capable de ramener un petit peu, des fois, des parties qui n'étaient pas vraiment très abouties pour notre version CG. C'était rare, mais des fois, on pouvait un petit peu utiliser les contours des yeux, peut-être un petit peu autour de la bouche, pour amener encore un peu plus de détails, puisque le shooting il est fait en 4K ou en 8K et on avait un petit peu de matière pour pouvoir mixer ça au compo à la fin. Donc voilà, quelques petits chiffres quand même qui peuvent être intéressants. Donc on a travaillé d'octobre 2023 jusqu'à Cannes. Donc 40 shots. 40 shots en tout, ce qui n'est pas finalement un gros volume, mais c'est quand même beaucoup de boulot de faire des créatures et beaucoup de boulot de faire des allers-retours. Et sur quand même une équipe de 30 artistes. Et pour nous, c'est vraiment le projet pour Noïd qui est un tournant un petit peu pour nous, parce que il faut imaginer que quand on faisait tout ça, il n'y avait aucun moyen d'anticiper que ce film allait devenir un énorme succès. Donc évidemment, ça a commencé avec Cannes, ensuite les Golden Globes, European Film Award, on a été récompensé pour les meilleurs effets, et puis il y a encore des nominations un petit peu en cours, comme vous le savez. Et donc voilà, ça nous donne beaucoup de visibilité, c'est génial pour nous. C'est vraiment un film où on a dû se challenger énormément. Et bien sûr, c'est aussi grâce à tous les gens qui ont travaillé chez nous pendant tous ces mois, qui ont été très courageux, je dirais, parce que quand même faire des créatures en France, c'est pas non plus très courant. Et on s'est réinventé sur plein de choses, hein. On a appris beaucoup. Il y avait aussi cet enjeu SFX, VFX, ce côté un peu des fois où il y a une barrière entre les deux. Là, ça n'a pas été du tout le cas. En tout cas, on a su convaincre la réalisatrice. C'est quand même quelque chose de très important de faire ça pour nous. Et parfois, en fait, quand elle ne savait plus si elle regardait le blob, c'était le nôtre, le sien, elle était perdue là-dedans. Et pour nous, c'était quand même le plus beau compliment, quoi. C'est qu'on avait réussi à faire des effets invisibles et qu'on avait respecté le brief de départ qui était de coller à cette esthétique rétro et cet hommage qu'elle voulait rendre. Voilà. Et merci à tout le monde.